J'aime bien cette idée, cet aphorisme de Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal. Plus abstraite est la vérité que tu veux enseigner, plus tu dois en sa faveur séduire les sens. Est-ce que ce ne serait pas une caractéristique du journaliste scientifique de se dire la vérité que je veux enseigner est abstraite et il me faut en sa faveur séduire les sens? Le voilà le sensationnalisme. Peut-être que le sensationnalisme est bon. Peut-être qu'en matière de sensationnalisme, comme dans d'autres domaines, c'est l'excès qui est nuisible, mais pas la chose en soi. Le problème, c'est que ce genre de raisonnement, ça aussi c'est de la théorie, je vous l'épargne, je la ressortirai pour les questions, s'il y a des questions, on est d'accord? Le problème, c'est que ce genre de raisonnement peut justifier n'importe quoi. Après tout, les mensonges sont souvent plus intéressants que les vérités, par exemple. Donc si le fait d'intéresser les gens justifie n'importe quoi, je pourrais leur dire que, je sais pas, mon chien a été violé par les extraterrestres, peut-être que le meilleur journaliste est celui du National Enquirer. Vous voyez que d'un côté, si on dit le sensationnaliste c'est pas beau, on est dans une impasse, c'est idiot. De l'autre côté, si on dit le sensationnaliste c'est génial, on est dans une impasse aussi. Comment se sortir de ce paradoxe-là? Peut-être en reconsidérant l'approche axiologique de la question, c'est-à-dire le jugement de valeur, le jugement de qualité que l'on porte sur les discours de science. Grosso modo, pour caricaturer, une fois encore, j'ai conscience d'être à la fois approximatif et sensationnaliste, ce sont les lois du genre et ça ne s'arrête pas aux portes de l'université. On pourrait imaginer 3 conceptions axiologiques des discours de science. 3, donc, axiologie, c'est la théorie des valeurs. Le premier, qui est celle du cliché de la tour d'ivoire, qui est de dire la science doit être présentée dans son intégralité, pure et sans fioriture. Et dès que j'essaye de la rendre, entre guillemets, plus intéressante, moins mon message est légitime. Vous voyez cette logique-là? Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon point, parce que l'autre inconvénient de la télé, c'est que le laser est tout petit. D'accord? Ça, c'est la logique traditionnelle de la vulgarisation scientifique, celle des missionnaires de la science, qui, si on voulait la traduire en mots, donnerait non. Là, c'est pas bon parce que c'est ennuyeux. Ah, là, c'est un petit peu plus intéressant. Ah oui, là, c'est mieux. Mais là, on exagère quand même. Non, là, on en fait trop. On ne peut pas faire ça. Non, ça, c'est pas acceptable. Vous voyez à peu près quelle serait la chaîne du raisonnement? Inconvénient de ça, qui est la position traditionnelle du vulgarisateur. On ne parle qu'aux bons élèves du corps social, ceux qui ont de l'attention à accorder à ces choses-là, ceux qui visitent les musées de sciences, ceux qui vont regarder des émissions scientifiques à la télévision. Les 5% de gens qui en France regardent Arte, qui sont les mêmes que les 5% qui vont voir le musée des sciences de la Villette. Mais quel intérêt de s'adresser aux bons élèves du corps social? Si le projet de la vulgarisation, indépendamment du projet journalistique, qui est simplement d'informer, il n'y a pas d'autre mission qu'informer, c'est une magnifique mission en soi, et à mon avis, elle se suffit à elle-même. Mais on resitue ça globalement dans l'idéologie de la vulgarisation, on est d'accord? Qui est d'éclairer la masse des citoyens. C'est l'idéologie des Lumières, l'idéologie condorciste. La masse des citoyens, pas les 5% de bons élèves du corps social. C'est là où, tout compte fait, je l'avais sauté tout à l'heure, mais je vais y revenir, j'ai le droit de changer d'avis après tout. C'est là où intervient la notion de knowledge gap qu'avait souligné Tikhonor dans New Éolienne. Ils ont fait une étude rétrospective, une méta-étude rétrospective sur une vingtaine d'années, même beaucoup plus que ça, non, 25 ans, de sondage qui posait une seule question: pensez-vous qu'un jour l'homme sera capable d'aller sur la Lune? Vous vous souvenez des événements qui sont succédés? En 1949, personne n'en parlait. Et ceux qui étaient sortis du système éducatif très tôt, et ceux qui avaient été assez loin dans le système éducatif, c'est-à-dire qui avaient au moins un baccalauréat, avaient à peu près les mêmes réponses puisque personne n'en savait rien. On est d'accord? Et puis, il y a eu Spoutnik, et puis il y a eu Leïla, à moins que ce soit Laïka, enfin bref, la chienne dans l'espace.
Et puis il y a les sondes automatiques qui ont fait le tour de la Lune. Et puis Kennedy a dit dans 10 ans nous serons sur la Lune. Et ça a été suivi avec un enthousiasme croissant par les médias. C'est pas les nanoparticules, c'est pas... Non, c'est vraiment un sujet, on est d'accord, qui était très très largement médiatisé d'une façon non polémique, enfin positive. On dit encore aux États-Unis, pour dire quelque chose est de la haute technologie, on dit it's rocket science. Tant ça a marqué l'imaginaire. Donc il était difficile d'y échapper, pas vrai? Et il devenait de plus en plus évident que la bonne réponse était oui. Eh bien, alors qu'on était de plus en plus bombardé par cette masse d'informations, au lieu de réduire le fossé entre ceux qui avaient peu de culture, qui avaient peu fait d'études, et ceux qui avaient beaucoup de culture, beaucoup fait de longues études, a accru ce fossé. Conclusion de Ticonordonneau-éolienne, plus on injecte, plus les masses médias injectent de connaissances dans un système, plus ils tendent à élargir plutôt que de le rétrécir, le fossé de connaissances. Il me semble que c'est au vu de ça qu'il faut se poser la question du sensationnalisme. Si on vise, comme le proposait Condorcet, à éclairer la masse des citoyens, alors le problème du sensationnalisme doit être abordé d'une façon beaucoup plus fine et beaucoup moins primaire que de dire le sensationnalisme, c'est pas beau.